Une des pistes de résistance que je propose pour essayer de résister dans ce monde de désinformation et de haine aussi qui est en train d'être propagé, c'est vraiment la bataille qui a menée sur les réseaux sociaux du côté de l'information. Je m'appelle Salomé Saké, je suis journaliste, je travaille pour le média indépendant Blast et j'ai écrit 2 livres. Le premier, une enquête sur la jeunesse qui s'appelle Sois jeune et tais-toi, et le deuxième qui parle de l'extrême droite qui s'appelle Résister. Les 2 sont aux éditions Payot. C'est pas un hasard si Elon Musk, si Donald Trump s'attaque aux réseaux sociaux, s'attaque aux médias, s'attaque à l'information vérifiée, c'est parce que c'est un pouvoir, c'est un levier de changement. C'est pas le seul, mais ça fait partie des leviers de changement. Donc une des actions qu'on peut faire en tant que citoyen, citoyenne, c'est de soi-même s'informer correctement à travers des médias variés, des personnalités journalistiques, en tout cas qui diffusent de l'information vérifiée variée, j'insiste là-dessus. On ne peut pas jamais faire confiance qu'à un seul média ou qu'à une seule personne. Donc c'est déjà soi-même s'informer le mieux possible, le plus justement possible, pouvoir maîtriser au maximum les informations sur le monde qui nous entoure, les informations qui sont d'intérêt public. Ensuite, c'est partager ces informations autour de soi, évidemment sur les réseaux sociaux, mais aussi dans des discussions, en partageant des documentaires, en partageant des livres, en essayant vraiment de créer et de provoquer ces discussions. Parce qu'on a besoin de les avoir, et parfois c'est un petit peu désagréable, surtout au vu de la tension politique actuelle. Sur les purs comportements en ligne, ça peut aussi être de commenter. Et les gens ne s'en rendent pas compte, mais moi je le vois en tant que journaliste, on reçoit beaucoup de haine. Et il y a beaucoup de désinformation dans les commentaires. On ne peut pas tout contrôler, surtout dans des réseaux où parfois on ne peut pas supprimer les commentaires. Une action qu'on peut faire, c'est soi-même d'aller répondre à des commentaires ou tout simplement d'apporter des informations vérifiées en commentaire, de rappeler un peu où sont les faits, voire des messages d'encouragement pour les médias, pour les personnes qui font leur travail. Ça peut paraître rien, mais ça compte parce que c'est une bataille, encore une fois, c'est une bataille numérique aussi qui est en train de se mener, et la majorité silencieuse peut sortir du silence et peut faire la différence. Et c'est pour ça que partager des faits est un acte si fort et si important, et encore une fois, rétablir ce dialogue, qu'on puisse avoir cette conflictualité constructive, des dialogues constructifs. J'insiste, c'est pas toujours possible. Il y a des endroits où il y a des personnes qui ne veulent vraiment pas être convaincues, il y a des personnes qui sont animées vraiment par une intolérance très forte, c'est pas toujours possible. Mais il y a plein d'endroits où on croit que c'est pas possible, et ça l'est en réalité. C'est l'espace familial, bien sûr, endroit très fort, l'espace amical, mais aussi au travail, dans le domaine associatif, dans un club de sport. Il y a plein d'endroits où on rencontre des personnes avec des opinions divergentes. Et en fait, si tout le monde se met à faire ça, à avoir ce dialogue, à avoir ces opinions politiques, ben c'est aussi ça qui peut permettre de dépasser la polarisation extrême et de plus en plus puissante dans laquelle on se trouve actuellement. Moi, j'ai quitté X à l'automne dernier parce que justement j'ai vu cette bascule sur ce réseau, j'ai vu que ce réseau était en train d'être façonné pour l'extrême droite et qu'on ne peut pas gagner en fait. Sur ce terrain-là, c'est extrêmement compliqué. Puis là, c'est vraiment devenu un outil de propagande au service de la campagne de Donald Trump. Personne n'a pu louper ça. Donc, j'estimais que c'était quand même un des moyens les plus efficaces, c'était de quitter massivement ce réseau-là, parce qu'à l'époque, il n'y avait que ce réseau-là qui était vraiment concerné de cette manière, parce que ça fait mal au porte-monnaie. Parce que c'est aussi un signal qu'on aurait envoyé aux autres réseaux sociaux pour dire si vous adoptez cette pensée réactionnaire et ces algorithmes aussi qui favorisent cette pensée réactionnaire et dangereuse, en l'occurrence, c'est vraiment les propos haineux et la désinformation, voilà ce qui va vous arriver. C'est-à-dire que beaucoup de personnes qui croient en l'information, la démocratie, vont quitter ces réseaux, donc c'est moins de rentrée d'argent tout simplement pour vous. C'est pas ce qui s'est passé. La plupart des gens ne sont pas partis. Aujourd'hui, on se retrouve avec une dynamique pas aussi forte pour l'instant, mais quand même très claire du côté d'Instagram et de Facebook, qui encore une fois, on représente, là on est sur du quasiment 5 milliards d'utilisateurs, si je ne me trompe pas, vérifier, mais je suis quasiment sûre, 5 milliards d'utilisateurs, Twitter c'était 500 millions. Donc là on est déjà dans des dégâts qui sont beaucoup plus grands potentiellement, et ensuite il y a TikTok, la branche américaine de TikTok pour l'instant qui est concernée, mais en fait jusqu'où ça va aller, TikTok de manière générale c'est quand même 1,5 milliard d'utilisateurs. Qu'est-ce qu'on fait dans la mesure où là aujourd'hui c'est les plus grands réseaux sociaux du monde qui sont concernés et qui ne semblent pas résister. Là ma position a changé parce qu'en fait on ne peut pas juste quitter l'espace public et l'ensemble des réseaux sociaux. Donc pour l'instant moi je fais le choix de rester sur ces réseaux, au contraire de continuer à mener la bataille tant que c'est possible. C'est pour ça que c'est si important de partager de l'information. Parce qu'en plus il est probable que ces algorithmes le favorisent de moins en moins. Donc il y a l'action individuelle est très forte, mais il faut avoir conscience que plus ça va aller, plus on va jouer sur un terrain qui est en notre défaveur. Et ça, je le déplore, mais
on fait avec les outils qu'on a, et après je pense que c'est important aussi de construire d'autres endroits que les réseaux sociaux. Donc moi, encore une fois, je fais le choix de rester sur les réseaux sociaux, mais surtout pas que cela. Donc là, il y a Blue Sky qui s'est développé, qui pour l'instant est un endroit qui n'est pas du tout aussi puissant que les autres, et surtout il n'y a pas cette haine, cette désinformation. Mais moi, j'appelle à aussi créer des réseaux dans la vraie vie, c'est-à-dire sur des choses qui ne sont pas virtuelles. Et j'ai jamais été anti-réseaux sociaux à dire que c'était l'horreur. Je pense que ça a toujours été une question très nuancée, très complexe. Il n'y a pas pour ou contre, il y a des bons aspects, il y a des mauvais aspects. Là, ça va devenir vraiment une nécessité d'avoir des réseaux à côté, c'est-à-dire un tissu associatif fort. Ça peut être du syndicalisme, ça peut être tout simplement le fait de se réunir dans une salle et de se parler. Et d'avoir les numéros des gens avec qui on veut discuter. On ne sait pas ce qui va se passer, en fait. Moi, je ne suis pas devin. Je vois quand même que le tournant est rapide et va pas dans la bonne direction, quand même, globalement. Donc, je reste convaincue que les réseaux humains font partie des choses très fortes, d'un point de vue stratégique, mais aussi d'un point de vue de réconfort. Parce que c'est quand même assez sombre, tout ce que je viens de décrire. Et on a besoin, je crois, aussi de se rassembler, de se parler et de se réconforter et de discuter ensemble de ce qu'on veut faire. Les médias, c'est une partie de la solution. Moi, je suis journaliste, donc forcément, je donne beaucoup de pistes de résistance informationnelle parce que c'est ce que je connais. Moi, c'est là où moi je résiste, puisque c'est là où j'ai une forme d'expertise. Je ne connais pas le reste de la société aussi bien que des personnes qui travaillent dans des domaines qui n'ont rien à voir. Je pense qu'on a des nouvelles formes de résistance à développer qui vont être des résistances humaines et puis qui se basent aussi sur des valeurs de solidarité et d'entraide. Et je sais que ça, aujourd'hui, de le dire devant une caméra, ça va me valoir des procès en naïveté, en idéalisme, on va me dire « ah, c'est bisounours ». Pendant très longtemps, ça a été l'objectif de beaucoup de gens. Une société de solidarité et d'entraide. C'était pas vu comme quelque chose de complètement stupide de prôner ça. Et je pense qu'on a besoin de récupérer cet espoir. Et je parlais un peu plus tôt de l'effet de sidération. Je pense qu'il y a vraiment une volonté aussi de casser l'espoir que ça puisse changer, de casser l'idée qu'une alternative est possible. Et moi, je continue à croire que l'histoire n'est jamais écrite, qu'il peut toujours y avoir des mouvements de société imprévisibles. Et je dirais même que la majorité des grands mouvements de société les plus puissants ont été imprévisibles. Et par définition, si les dirigeants les avaient prévus, ça n'aurait pas eu lieu. Donc on peut encore inverser le cours des choses, mais là, il va falloir agir. Et c'est ça le but de mon livre, c'est d'informer les gens avec un concentré vraiment d'informations que je juge être une information utile, mais c'est pas un mode d'emploi. C'est pas, parce qu'en fait, je ne sais pas, moi, quelle est la solution parfaite pour l'ensemble de la société. C'est vraiment une incitation à agir et à réfléchir à votre échelle. Mais surtout, ne pas rester dans cette impuissance qui est organisée aussi, hein, et ne pas rester dans ce sentiment que de toute façon tout est perdu et qu'on peut rien faire. Non, on peut encore agir, et particulièrement en Europe, on n'y est pas encore. On n'a pas encore basculé de la même manière que les États-Unis, et même aux États-Unis, il y a toujours des endroits où on va pouvoir résister. Je pense quand même à cet évêque, Marianne Budd, qui, lors de la cérémonie d'investiture de Donald Trump, a tenu ce discours très inattendu, extrêmement courageux au vu de la situation et extrêmement fort où elle rappelle la nécessité d'entraide, la nécessité de tolérance. Elle rappelle des choses très élémentaires et ça a eu un retentissement mondial. Et on pourrait se dire, voilà, tout est perdu. Maintenant, il y a encore des gens comme elle aux États-Unis. Donc nous, on a la chance de ne pas être dans un contexte où c'est autant oppressif. Il est vraiment urgent de se rappeler que la démocratie n'est jamais acquise, qu'il faut toujours continuer à la préserver et donc à agir. Ça part d'une impulsion évidemment individuelle, mais à la fin c'est quand même l'action collective qui permet et qui a toujours permis de construire et préserver les démocraties. Alors j'ai parlé de solidarité, d'entraide, maintenant je vais parler de joie. Parce que je pense que ça fait partie de la solution, j'insiste. Je dis pas que juste être joyeux, tout va bien se passer et que c'est la solution seule. Mais j'insiste sur la nécessité d'incorporer de la joie dans tout type d'engagement. Et moi, c'est quelque chose que je n'ai pas fait pendant longtemps. Moi, je suis engagée dans l'information, dans le fait de diffuser de l'information vérifiée. C'est ça, mon engagement à moi. Et parfois, l'actualité que je traitais était tellement grave, les enjeux tellement vertigineux, que je me sentais presque pas autorisée à ressentir de la joie à côté, et encore moins dans le cadre de ce travail-là. Et avec les années, j'ai réalisé que c'était contre-productif d'agir de cette manière, et qu'au contraire, j'avais besoin, ne serait-ce que pour ma santé mentale, et donc après la capacité à faire ce que je fais, j'avais besoin d'avoir de la joie, d'avoir des moments de joie.
mais aussi parce que ça me rappelle ce pourquoi je me bats. C'est parce que je crois en une société où les citoyens et les citoyennes ont le droit à la joie, ont le droit au bonheur, ont le droit au bien-être, à une santé mentale. C'est parce que je crois à ça que je me lève le matin et que je pense que ça pourrait être différent, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de souffrance, beaucoup de tristesse, beaucoup de personnes qui sont victimes de violences. Et j'espère qu'on pourra changer ça. Mais donc ressentir cette joie, cet amour, ces moments-là, je pense pas que c'est... Enfin, je pense que c'est indispensable. Et je pense que c'est vraiment pas naïf de le dire, et qu'il y a quelque chose de très sérieux en fait dans le fait de dire qu'on a besoin de cette joie-là et qu'on ne doit pas l'oublier. Et puis aussi parce que c'est quelque chose que je constate, alors dans les milieux journalistiques, mais aussi dans les milieux militants, dans les ONG, qu'il y a aussi parfois cette dynamique qui nous pousse à nous perdre complètement et à perdre ce côté joyeux parce que, encore une fois, les enjeux sont trop graves, les combats sont trop importants. Et on oublie que la joie est un moteur. Et qu'il y a de nombreux mouvements militants aussi qui ont incorporé cette notion de joie et que moi j'ai absolument rien inventé, ça existe depuis très longtemps. Je pense au mot de l'anarchiste russe Emma Goldman qui disait « Si c'est une révolution où on ne peut pas danser, alors ce n'est pas ma révolution ». Et il y a des mouvements aujourd'hui qui incorporent la danse, le chant, des moments artistiques. Encore une fois, je ne dis pas que c'est la seule solution, hein, mais ça fait partie aussi de ce qui va nous permettre de trouver la force collectivement. Et enfin, le monde réactionnaire qui nous est proposé est particulièrement morose. C'est aussi un monde qui ne laisse pas place à la joie, c'est un monde qui est aussi très basé sur la peur de l'autre, sur l'intolérance. Et donc c'est une manière aussi d'opposer une résistance que de dire maintenant nous on défend un monde où on a le droit d'être joyeux et où ce n'est pas tourné en dérision, et où on défend vraiment ce modèle-là. Donc c'est pour ça que j'avais envie de consacrer une petite partie du livre à la joie. Ça m'a valu beaucoup de critiques, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas aimé. Et encore une fois, je ne dis pas que c'est une solution en soi, mais moi, en tout cas, ça me parlait. Et ça me tenait à cœur d'y consacrer quelques pages sans en faire la solution ultime.